Sèvres. Donc nous sommes en Nouvelle-Aquitaine comme vous, mais nous sommes à une encablure puisque j'ai des communes associées qui touchent le Maine-et-Loire, la Vendée. Nous sommes à un quart d'heure du Puy du Fou. C'est une locomotive importante pour nous, pour le tourisme, mais même pour des projets qu'on a avec l'entreprise. Thierry vous en dira sans doute deux mots. Nous sommes à 10 minutes de Cholet, nous sommes à 45 minutes de Nantes, nous sommes à 50 minutes d'Angers. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus tourné vers les Pays de Loire que vers la Nouvelle-Aquitaine. Même si mardi, je serai à l'hôtel de région avec le président Rousset et mon homologue de Mauléon-Lichard, parce qu'il y a un autre Mauléon, et on a un partenariat, les deux Mauléons, vous voyez, à 500 km. Alors Mauléon, c'est 8600 habitants, mais c'est un système de communes regroupées, et c'est 8600 habitants. Nous avons, parce que c'est ce qui nous intéresse, un taux de chômage qui est faible, puisque nous sommes à 6,7%. Parce que nous avons des entreprises, surtout de la petite et moyenne entreprise, extrêmement actives, et aujourd'hui on a des entreprises qui ne trouvent pas à embaucher. Alors, vous allez me dire pourquoi faire territoire zéro chômeur sur un territoire où il y a du travail. Alors je pense que c'est l'histoire. On a une communauté Emmaüs importante et qui est très active. Et puis en 2013, puisque nous, le projet remonte à 2013, je n'étais pas maire, à ce moment-là j'étais premier adjoint, mais j'étais à côté de ça président du pays du bocage, hein. On avait des pays à ce moment-là, maintenant on a une communauté d'agglo, et j'étais également président de la maison de l'emploi, et Patrick Valentin est venu nous rencontrer et nous a dit, voilà, je porte ce projet, est-ce que ça vous intéresse? Première réaction, d'abord on était à 6 mois des élections, première réaction ça a été de dire, ouais c'est bien ton projet, mais c'est de l'utopie, on n'y arrivera jamais. J'étais le premier à le dire. Et puis en 2014, le hasard des élections a voulu que je mène une liste et face à moi j'avais Bernard Arru qui était très au fait de ce projet puisqu'il présidait lui les ateliers du bocage qui est une émanation d'Emmaüs. Et on s'est dit, parce que nous sommes des gens intelligents, indépendamment qu'on n'ait pas les mêmes idées, on peut se retrouver sur cette idée-là. Donc on s'est retrouvé sur cette idée-là. Les élections ont fait que la liste que je conduisais a remporté les élections avec presque 70%, donc il n'y a pas eu de photo. Et j'ai dit à Bernard, on va travailler ensemble. Et on s'est lancé donc dans ce projet en fin 2014, début 2015. On a réuni 300 personnes lors d'une réunion avec des chômeurs qui étaient présents, mais aussi on a invité très large les acteurs associatifs, présidents d'associations, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. Et on leur a expliqué avec Patrick Valentin ce qu'était ce projet. En disant bien, ça a été noté tout à l'heure, que la première crainte des chefs d'entreprise, des artisans commerçants, c'est de dire qu'est-ce que cette entreprise va nous piquer comme travail. Et donc ça a été la première réaction qu'on a pu avoir. Ensuite, on a travaillé donc avec la Maison de l'Emploi et 2 collaboratrices de la Maison de l'Emploi ont reçu tous les chômeurs de longue durée, donc plus d'1 an de chômage, qui étaient volontaires. Sur le territoire de Mauléon, il y avait à peu près 200 chômeurs de longue durée. Sur les 200, pendant les 6 mois qu'on suivit, il y en a à peu près 120 qui sont venus rencontrer les collaboratrices de la Maison de l'Emploi. Pourquoi faire? Et c'est là qu'on prend le problème à l'envers, parce que quand un chômeur se rend dans une agence d'intérim, par exemple, on va lui dire, tiens, il y a tel poste, tel poste, tel poste qui sont disponibles, qui peuvent vous convenir. Là, c'est complètement différent, c'est de dire à la personne qui est en charge du travail, mais qu'est-ce que tu aimes faire, ou qu'est-ce que tu voudrais faire, ou qu'est-ce que tu aimerais faire, ou quelles seraient tes idées pour mettre en valeur aussi ton cadre de vie. Donc ton cadre de vie, c'est ta commune. Et ça, c'est important. Et donc, sur les 200, donc 120, oui, c'est à peu près, sont venus rencontrer. En parallèle, on a commencé à se rencontrer avec les différents territoires. Et moi, je dis, quand on est maire, on fait des projets, on construit des salles, on refait des routes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus riche que de travailler avec de l'humain? Et donc, je me suis retrouvé à aller à Paris avec des gens qui ne travaillaient pas depuis plus de 10 ans.
Et puis on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, même des gens qui n'avaient sans doute pas parlé avec plein de gens, qui ont levé le doigt pour parler. Est-ce qu'on verra le président de la République? Des questions peut-être qui n'avaient rien à faire, mais en tout cas, déjà, on les a fait se rencontrer. Ça, c'était important. Et donc, ça s'est échelonné toute l'année 2015, début 2016. Et en 2016, la Maison de l'Emploi a recruté Thierry Pin, qui se présentera tout à l'heure, pour mener un peu plus loin ce projet et surtout préparer l'ouverture de l'entreprise. Donc, l'entreprise a ouvert ses portes début janvier 2017. Il y avait une équipe à peu près d'une dizaine de personnes, tu me corrigeras, une dizaine de personnes, parce qu'il fallait commencer. Thierry a commencé en cherchant dans ses poches parce qu'il n'y avait pas de sous, parce que les aides de l'État ne sont arrivées que plus tard. Et donc, la Maison de l'Emploi a fait un prêt à court terme. On a trouvé 2 banques qui voulaient l'exclusivité, donc elles se sont battues, presque. Donc on en a choisi une sur les 2 qui nous a suivis en nous faisant des prêts. Et puis la ville, on a apporté les locaux, mais contre un loyer, parce que je ne voulais pas que la population dise « Ah oui, tout leur est donné ». Donc il y a un loyer, minime, mais il y a un loyer. On ne peut pas dire qu'ils occupent à titre gratuit les bâtiments de la ville. Donc on a commencé avec une dizaine de personnes, et puis on est monté. Aujourd'hui, on est 56. Et Thierry va vous en parler, mais on a des perspectives de nouveaux chantiers dont on vous parlera. Alors, le maire, qu'est-ce qu'il est? D'abord, c'est le porteur du projet. C'est lui obligatoirement. Quand vous candidatez à l'expérimentation zéro chômeur, c'est le maire qui est le porteur. Donc, ça, c'est un rôle important. Ensuite, je préside le comité local. Alors, dans ce comité local qui s'est réuni ce matin, il y a des acteurs locaux, associatifs. On a un CSC, nous, on a le directeur du CSC, on a le directeur d'Emmaüs, voilà. On a ensuite des chefs d'entreprise, pas assez parce que les réunions sont dans la journée, mais c'est comme ça. On a également tous les représentants, alors État, avec la Direct, Pôle emploi, département, région, voilà. Donc, qui représente. Et ce comité local, il a surtout d'abord un rôle d'écoute, parce qu'on sait où l'entreprise en est rendue, même si avec Thierry, on a des contacts très réguliers. Et il a un double rôle, c'est d'abord, de vérifier que les gens qui vont être embauchés par Thierry peuvent bien rentrer dans l'entreprise. Par exemple, on a ce matin, on avait un cas de quelqu'un qui est à mi-temps, en CDI à mi-temps, mais qui ne trouve pas un autre mi-temps. Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on ne peut pas le prendre? Et le deuxième rôle, c'est de vérifier si les activités que l'entreprise va faire ne sont pas concurrentielles. Ça, c'est extrêmement important parce que ça, vous avez à le répéter régulièrement, parce que c'est toujours la crainte. Et la frontière est extrêmement ténue entre le fait que ça soit concurrentiel ou pas concurrentiel. Donc, bon an, mal an, vous voyez, on est monté à 56 personnes. De précision, il y a 60% de femmes dans l'entreprise et il y a également à peu près 40% de personnes qui ont le statut de travailleur handicapé. Voilà. Ce qu'on peut dire mais je vais laisser Thierry vous présenter les activités que fait l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on ne reviendrait pas en arrière. Quels sont les avantages pour une commune? D'abord, Mauléon a la chance d'avoir 2 labels nationaux, le label Petite Cité de Caractère et le label Village Étape. Et quand on a obtenu enfin, parce qu'on avait été recalé 3 fois, le label Petite Cité de Caractère, le président du jury m'a dit ce qui a aussi fait la différence, c'est que vous avez un projet sur 10 ans et que vous associez des gens qui étaient au chômage à votre projet. Parce qu'ils participent à la mise en valeur de notre ville, dans les travaux qu'ils peuvent faire. Et donc ça, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. L'autre gros avantage, et je le vois auprès de mes commerçants qui me disent, c'est des gens, effectivement,
effectivement, ils avaient des revenus qui allaient entre 0 et 500 euros, qui aujourd'hui ont un SMIC, puisque c'est la réglementation de l'expérimentation. Tout chômeur embauché est en CDI, ce qui fait la différence avec les entreprises d'insertion, est en CDI et payé au SMIC sur un temps complet. Donc, évidemment, ces gens qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat supérieur, eh bien, ils consomment sur place, généralement. Donc, c'est de l'argent qui revient aussi indirectement. Donc, aujourd'hui, moi, je dis que c'est une expérience qui, pour le moment, est réussie, qui reste fragile. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que le modèle de Mauléon n'est pas un modèle duplicable. C'est-à-dire que chaque territoire a ses caractéristiques. Je connais un peu le vôtre, parce que vous m'en avez parlé. Vous ne pourrez pas procéder de la même manière que l'on a procédé nous. Par contre, on peut vous donner de temps en temps des conseils, c'est peut-être un peu présomptueux, mais vous dire comment on a fait. En tout cas, c'est une expérience très riche, évidemment, et de toute façon, qui fait beaucoup parler de Mauléon. Donc, quand on fait parler de sa commune, c'est aussi le rôle d'un maire, c'est très bien. Ce soir, je suis là. La semaine prochaine, j'ai refusé une invitation à Tulle parce que c'est encore plus loin. Voilà, ça interpelle beaucoup. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir à l'entreprise, quand j'y vais, des gens qui ont le sourire. Des gens qui, depuis 10, 15 ans, certains étaient complètement désociabilisés. Pas tous, parce qu'on a des profils très différents. On a des gens qui étaient désociabilisés, qui avaient des problèmes, des conduites d'addiction. Thierry a un rôle extrêmement important. Comment tu dis? Tu embauches des gens que avant tu n'aurais pas recruté dans ton travail d'avant. Mais on a aussi des gens qui ont eu des problèmes de vie, problèmes de santé, problèmes de vie familiale, et qui ont eu un accident de la vie, et puis qui se retrouvent ici. Voilà. Donc, moi, quand je les vois avec le sourire, alors après, vous dire que tout est rose, que tout est bien à 100%, non. Vous mentir, il y a aussi des problèmes, des accrochages. Mais en tout cas, ce qui était une utopie est devenu chez nous une réalité. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très très important. Alors, je ne vais pas être plus long parce qu'après on pourra répondre à vos questions. Je vais laisser Thierry vous présenter. L'animateur de la structure EBE, donc entreprise à but d'emploi, rentrant dans le cadre de l'expérimentation, et que nous on a appelé l'ESIAM de Mauléon, donc l'ESIAM comme entreprise solidaire d'initiative et d'action moléonaise. C'est donc le groupe à l'époque de demandeurs d'emploi et de maintenant salariés avait choisi pour nommer cette aventure. Alors, nous avons effectivement, je dirais qu'il y a eu deux phases. Il y a eu l'ouverture en janvier 2017, mais il y a eu un travail préalable. Lorsqu'à l'époque, j'étais effectivement salarié de la Maison de l'Emploi en 2016, et où on a j'ai repris, moi, le travail qui avait été réalisé par la Maison de l'Emploi sur le recensement, vous l'avez vu dans la méthode, sur le recensement de tous les travaux utiles, sur le recensement des demandeurs d'emploi et les entretiens pour déterminer les compétences, les souhaits, les envies des différents salariés. Et en fait, on a commencé à se réunir avec le groupe de gens qui étaient volontaires, à raison au départ d'une fois par semaine, puis ensuite 2 ou 3 fois par semaine, pour imaginer ce qu'allait devenir au 1er janvier notre entreprise. Donc on a construit ça collectivement au démarrage pour imaginer, pour se dire c'est quoi une entreprise, comment on va s'appeler, comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est quoi les travaux, c'est quoi les pistes, vous avez pensé à quoi, comment ça peut s'organiser, et puis commencer à mettre un petit peu de contenu sur ce qu'est une entreprise, parce que quand on est salarié c'est une chose, mais comprendre comment ça fonctionne, de quoi ça a besoin, quel est le carburant principal, le chiffre d'affaires, la rentabilité, ce qui n'est pas la même chose, bref, les subventions, tout ça, il fallait un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on a fait ce travail-là, et on a ouvert un peu en catastrophe en janvier, parce que si vous voulez, la loi est sortie en juillet 2016, mais il a fallu effectivement candidater. Donc à un moment donné, nous on se considère territoire historique, puisqu'effectivement Mauléon et d'autres, puis Priac, Prémery, les 3 ou 4, voilà, ont
contribué en fait depuis le départ à l'idée, à travailler l'idée, à la porter, à faire qu'il y ait une expérimentation. Mais il n'empêche qu'il a fallu quand même candidater. Hein, il a fallu malgré tout réussir l'examen de passage. Donc ça a été aussi un travail. Et toute la partie financement, en fait, n'était pas assurée. Autant la partie redistribution des coûts du chômage, si on fait court, au lieu de donner des indemnités à des chômeurs, on alimente une entreprise, une EBE, hein, donc c'est les 18 000 euros par an et par employé et par emploi créé à temps plein. Autant ça c'était calé et ça a fonctionné tout de suite, autant une entreprise a besoin au tout départ normalement d'un actionnaire qui sort de l'argent de sa poche et qui la met à disposition d'une entreprise pour faire tous ses investissements, pour payer ses premiers salaires, ses loyers, avant que le début de son activité soit générateur de chiffre d'affaires et que tout ça, ça se mette en route et qu'à un moment donné, s'il y a bénéfice, ça remonte effectivement à l'actionnaire. Mais on voit souvent, et on parle très souvent de la phase remontée de dividendes, mais on oublie la première. La première, c'est ça descend. Et sauf que là, c'était pas prévu, il n'y avait rien. Donc d'où effectivement un démarrage en catastrophe et un démarrage que les territoires ne pouvaient plus repousser. Parce qu'on a tellement travaillé avec les gens, ça faisait 3-4 ans que les gens étaient dans la démarche, donc à un moment donné, on ne peut plus reculer. Donc tout le monde s'est retrouvé un petit peu acculé en disant, là, en gros, on a le choix entre un démarrage mal préparé et une émeute locale. J'exagère, mais voilà, des gens qui vont dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous attendez? Donc on est parti. Heureusement, on a eu très rapidement, effectivement, le soutien de la Maison de l'Emploi pour une première avance de trésorerie, le soutien de la mairie à la fois pour nous confier des travaux, pour nous donner une première subvention, mais aussi pour donner son soutien et sa caution auprès de la banque. Et donc là, on a eu notre premier emprunt possible grâce au Crédit Mutuel, et ça nous a permis en fait de démarrer et d'attendre mais il a fallu attendre longtemps, des mois, que l'État se mette en mouvement et finisse par nous donner, comprendre aussi qu'une entreprise a besoin de fonds propres et finisse par nous en donner. Nous, on a aussi sollicité de notre côté des fondations, les entreprises, tout ce qu'on pouvait solliciter, les fonds de revitalisation du territoire, etc., pour arriver à constituer justement ces fonds propres et créer notre trésorerie et démarrer. Donc ça a été un travail important. On a donc ouvert le 3 janvier dans les locaux que la mairie nous avait loués modestement. Le premier travail, ça a été de constituer la maison, en fait, au propre comme au figuré. Il a fallu qu'on utilise les locaux, il n'y avait rien dans ces locaux, forcément, ils n'étaient pas prévus pour recevoir une entreprise. On avait 5 ou 6 chaises, je suis allé en voler quelques-unes dans une salle communale que je me suis empressé de remettre dès qu'on en a donné d'autres. Mais on est parti de rien, on avait 10 chaises, en gros, pour 15 salariés. Il y a eu un mouvement assez sympathique dès le départ, c'est-à-dire que dès le lendemain, tout le monde a apporté qui les 3 tables de son sous-sol qui lui servaient à rien, qui sa cafetière, qui un micro-ondes pour mettre dans la salle pour pouvoir prendre nos repas. Les outils, c'est pareil, on n'avait rien au début puisqu'on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas. J'ai amené mon véhicule, mais d'autres ont emmené leurs outils, les bêches, les pelles, les brouettes, enfin bref, tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir commencer à nettoyer le lieu, à s'installer, à se sentir entre guillemets chez nous et dans une entreprise. Donc ça s'est fait dans une ambiance forcément très enthousiaste parce que, tu l'as dit Pierre-Yves, les gens qui ont les 15 premiers, on a commencé à peu près 15. C'était la sélection, parce qu'il n'y a pas de sélection dans le principe, mais la sélection s'est faite naturellement, si j'ose dire, puisque ce sont les gens qui venaient quasiment à toutes les réunions depuis 6 mois, 8 mois. C'était évident qu'en fait, dans la liste, il me disait, lui, je ne peux pas le prendre, il est là tout le temps, lui aussi. Donc du coup, au bout d'un moment, on s'est retrouvé à 15 noms, et on s'est dit, ça ne peut être que cela, puisqu'ils sont déjà dans le projet. Donc on est parti dans cette logique-là, on a construit la maison au propre comme au figuré, aussi sur le plan organisationnel, parce qu'une entreprise, c'est avant tout gérer de la logistique. Il faut bien sûr trouver des clients, il faut organiser l'activité, mais c'est une gestion de flux, c'est des flux entrants, des flux sortants, et des flux financiers. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de faire des chèques, il faut quelqu'un qui soit capable de les encaisser, il faut faire de la comptabilité, il faut faire des contrats de travail, il faut faire tout ça. Comme dans le budget de départ,
il n'y avait pas les fonds propres, il n'était pas question de faire ce qu'on fait généralement dans l'insertion, d'avoir des gens bénéficiaires d'un dispositif et puis une équipe d'encadrants, hein, avec parfois une très très belle scission entre deux populations qui surtout dire moi je suis de ce côté-là, je ne suis pas bénéficiaire de. Nous, il a fallu qu'on s'autosuffise et de toute façon financièrement on n'avait pas les moyens de payer des postes d'encadrement. Et au jour d'aujourd'hui, je reste le seul rapporté de la structure. C'est-à-dire, je suis le seul élément sur les 56-57 qui ne bénéficie pas d'une subvention pour la partie salaire directement. Je ne rentre pas dans les critères, donc je ne suis pas éligible au dispositif. Ou du moins, ça c'est le mauvais terme, je ne peux pas bénéficier d'expérimentation, parce qu'on n'est pas un dispositif, on est une expérimentation. Donc ça veut dire que le comptable, c'est un ancien routier, que le responsable de communication travaillait dans un EHPAD avant, que les encadrants qu'on a mis en place depuis très très peu de temps avaient d'autres fonctions avant, etc., etc. Les deux personnes qui développent le e-commerce, le site internet, ne l'avaient jamais fait avant. On fonctionne beaucoup sur l'envie et la capacité à faire et l'accompagnement. Alors après, quand on a besoin de ressources, on va les chercher à l'extérieur, on fait appel à soit des bénévoles, on fait appel à des experts, on va faire comme une entreprise, hein, on va missionner et on va payer un consultant pour dire, voilà, aidez-nous, on a telle difficulté, vous voilà 4 000 €, mais faites en sorte que derrière, on soit capable, autonome et en capacité de faire. On est une entreprise normale, ça c'est important, droit commun, il n'y a quasiment rien d'exceptionnel qui nous concerne dans la loi, hein, on n'a pas eu besoin. On a rajouté un chapitre qui n'était même pas utile, mais il a été mis quand même, à savoir qu'un salarié qui rentre dans le BE et qui à un moment, donc entreprise à but d'emploi, hein, donc les IAM, et qui décide de la quitter pour une raison X ou Y et d'aller voir dans le marché normal, a le droit automatiquement de revenir. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si ça ne lui convient pas, si ça, hein, c'est pour faciliter ce départ, peut revenir. Donc ça aurait été possible de le faire sans l'apport de la loi, mais bon, c'est comme ça, c'est dans la loi. Autrement, on est sur une entreprise de droit commun et on fonctionne à Moléon. On dit bien, hein, c'est pas le modèle, hein, je ne vous dis que ce qu'on fait nous. On essaye de fonctionner le plus possible comme une entreprise tout à fait traditionnelle, avec les mêmes règles, avec les mêmes principes, voilà. On est plus patient, on est bienveillant, on s'adapte à plein de contraintes que la plupart des entreprises ne prennent pas en compte, mais sur le mode d'organisation, on va dire qu'on essaye de se rapprocher le plus possible de ce fonctionnement. Donc petit à petit, on a développé et donc là encore, il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas une entreprise d'insertion pour deux raisons, pour plusieurs raisons, mais les principales sont déjà, on est en CDI. Donc, tout le monde est en CDI d'entrée, à temps choisi, salarié au SMIC. Ça, c'est la règle de départ. Qui est valable pour tous les territoires. Voilà. C'est des règles nationales. Après, on n'est pas une entreprise d'insertion parce qu'on n'a pas de structure qui prenne en charge les gens à l'intérieur, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que voilà, les gens, on considère nous que les gens qui sont salariés chez nous ont tous la même problématique, une problématique d'insertion professionnelle. Donc voilà, ils n'ont pas de boulot. Hein. Donc on leur apporte le boulot. Alors, certains arrivent avec des problématiques en plus d'insertion sociale, mais pas tous. On a tous les profils. On a des gens qui sont parfaitement insérés, puis des gens qui sont à la limite de la désinsertion complète. Hein. Mais on a tous les profils. Ce n'est pas mon boulot de m'occuper de leur insertion sociale. Je ne suis pas compétent, je n'ai pas envie de le faire. Il y a des gens dont c'est le métier et qui sont compétents sur le territoire. Donc nous, on renvoie vers. Donc il n'y a personne dans l'entreprise dont la mission est de régler les problèmes d'eux. Bien sûr, on vient me voir tous les jours pour régler un problème. Et mes collègues aussi, ça c'est évident, et on le fait. Mais à un moment donné, ça reste ce que, globalement, on vit dans les entreprises, par chez nous, les entreprises familiales, à taille humaine. Moi j'ai été DRH pendant 25 ans, j'ai pratiqué ça aussi de l'autre côté, avec une écoute bienveillante de nos salariés, mais en disant à un moment donné, oula, désolé, le surendettement, c'est pas mon job. Assistante sociale, médecine du travail, voilà. Donc on active en fait les différents leviers qui sont présents sur le territoire et qu'il faut effectivement mobiliser et le mettre dans la logique. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas insertion. Une autre raison pour laquelle on n'est pas insertion, c'est que l'objectif, notre performance ne sera pas mesurée à notre taux de placement. Hein, souvent dans l'insertion, on parle de sortie positive. Encore une fois, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas toujours le bon vocabulaire, mais voilà. Nous, non. Ce n'est pas la capacité à placer du monde à l'extérieur qui va faire que, c'est notre capacité à atteindre l'exhaustivité. L'exhaustivité, ça veut dire quoi? C'est la capacité à donner un travail à tous. Voilà. Le but, ce n'est pas de créer une entreprise pour 10, 15 ou 25 salariés.
c'est la capacité à donner à l'ensemble du territoire de créer autant d'emplois que de besoins. Donc si votre territoire recense 300 demandeurs d'emploi, l'objectif c'est de créer une entreprise ou des EBE, ou plusieurs, pour créer 300. Et pas de se dire, quand on aura fait 25, déjà on sera content. Quoi, voilà. Donc ça change quand même la posture complètement. Ça lui donne un rythme très très rapide, puisqu'on est passé en fait là, en janvier on a ouvert, là on est 57, le mois prochain on embauche 5 personnes, on sera à peu près 60, 62, et je pense qu'on sera 70, 75 à l'été. Donc ça veut dire que quelque part il faut aussi avoir une structuration et une évolution et un changement en fait très 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 rapide. Il faut accompagner ça. Alors, on voit souvent ça dans les startups, voilà, chez Google ou d'autres, des choses comme ça, mais dans des territoires comme les nôtres, il y a peu d'entreprises qui vivent ce rythme. Alors ça génère effectivement, comme le disait Pierre-Yves, voilà, c'est pas facile, parce qu'il faut que les gens s'adaptent. Ce qui est vrai aujourd'hui, 3 semaines après, ne l'est plus. Les activités, il faut être hyper réactif. Donc, on ne prend pas forcément beaucoup le temps. Le temps de maturation, c'est pas une donnée qu'on a en fait. On a beaucoup de temps dans l'entreprise pour faire des choses, mais on n'a pas beaucoup de temps pour les accompagner. Voilà, il faut qu'on aille très très vite, puisque l'expérimentation c'est 5 ans. Le top départ, c'était juillet 2016, qu'il faut qu'on évalue la 3e année et qu'il faut qu'on travaille sur la 2e loi. Donc en gros, ça y est, quoi. C'est quasiment, on est déjà à mi-parcours. Donc forcément, ça nous impose un rythme très très soutenu. Alors après, on fait des choses diverses et variées. On s'appuie effectivement sur les compétences des gens, le plus possible, et sur les besoins du territoire qu'on peut identifier au fur et à mesure. Alors, on a 13 ou 15 secteurs d'activité aujourd'hui. Alors on a vraiment une panoplie très très large. Le but étant à chaque fois de ne pas rentrer en concurrence. Voilà. Le but c'est pas de faire du transfert en fait d'aide. C'est pas de faire de l'effet d'aubaine, ce qui est globalement quasiment le lot de l'ensemble de la politique d'aide de l'emploi aidé. Quand on fait les analyses, la plupart du temps on se rend compte qu'en réalité les emplois se récréent tout seuls. Mais c'est pas parce qu'on fait de bêtises qu'il faut la reproduire. Donc là, le but, c'est de ne pas rentrer en concurrence, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais crée de l'emploi ou pas? Ou est-ce que j'en détruis? Ou est-ce que je ne fais que transférer en se disant, tiens, ils vont le faire à moins cher, puisqu'on est subventionné, c'est plus facile. Donc voilà, ça veut dire aussi que on fonctionne, l'entreprise est une entreprise, Patrick Valentin, la première que j'ai rencontré, il y a déjà un petit moment de ça, m'avait dit, si tu retiens qu'une chose, retiens ça, il dit, désapprends tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, et tu vas le faire à l'envers. Il dit tout ce que tu fais, tout ce que tu faisais, tu oublies, et puis tu vas faire exactement le contraire. Et c'est vrai, il avait raison. C'est une entreprise qui fonctionne complètement à l'envers. Certains vous diront qu'elle marche sur la tête, c'est pas complètement faux non plus. Ça fonctionne à l'envers parce qu'on commence par recruter. Et on se pose la question après de savoir ce que les gens peuvent faire, et après on essaye de trouver l'activité. On n'attend pas d'avoir l'activité pour recruter. Donc on commence par embaucher les gens. Moi je ne rencontre plus les gens. J'ai fait des entretiens de recrutement pendant, je vous dis, 25 ans, je ne recrute pas. Je ne lis même plus les dossiers. Parce que dès que vous lisez un dossier, vous commencez à faire du recrutement. Quel âge il a? Ça y est, vous avez déjà une idée en tête. Il est travailleur handicapé, il n'est pas travailleur handicapé. Qu'est-ce qu'il sait faire? Ça fait combien de temps qu'il a travaillé, lui? Ou ça va être compliqué, ou ça va être machin. Ça y est, c'est le début de la sélection. Donc le meilleur moyen, c'est de ne pas ouvrir les dossiers. C'est voilà, comme ça. Et la personne arrive, et là, on découvre. Quelle est la capacité, quels sont les freins à l'emploi, le temps de travail disponible, qu'est-ce qu'il faut aménager, problématique de transport, problématique de... Donc on fonctionne complètement à contresens. On fonctionne aussi souvent à contresens sur l'aspect tarif. Première fois que j'ai dit ça, ça fait rire, mais n'empêche que le quotidien c'est ça, c'est le client qui fait le prix. Aujourd'hui, absolument pas les moyens d'être capable de négocier la prestation que je vends. C'est pas possible. La plupart du temps, c'est pas possible. Donc quand déjà j'arrive à trouver un client, je suis content. Si en plus il est capable de me payer, c'est très bien. Mais la plupart du temps, c'est lui qui me dit combien il est capable de me payer. On a repris un dépôt de pain associatif dans une de nos communes. Il y avait un petit dépôt de pain qui était tenu par des bénévoles. Ça faisait un an et demi. Les bénévoles commençaient à se lasser. Ils auraient bien aimé avoir un salarié. Bon, voilà. Salarié, on arrive, 10 € de SMIG, plus les charges, machin, on arrive à 15 € de l'heure minimum. C'est pas la peine d'y penser, ça marche pas. Parce que si ça marchait, la boulangerie du coin, elle serait toujours là. Si elle a disparu, c'est bien qu'il y avait un problème.
Donc nous, on intervient. Donc on a commencé à se rencontrer et les premiers, voilà, j'ai dit, ben, vous êtes à combien? Parce que on voudrait ci, on voudrait ça, puis au bout d'un moment, il faut parler prix, hein, le truc qui fâche. Donc, me disait mon ancien patron, mais combien qu'au coûte? Combien qu'au coûte? Combien ça vous rapporte? Voilà, ça nous rapporte 35 € la semaine. Ça va vous coûter 35 € la semaine. Et voilà. Et on a lancé l'activité. Et puis, comme on l'a lancé, eux, ils ont pu consacrer du temps, non pas à tenir la boulangerie, mais à tenir leur projet associatif. Et leur projet associatif, ils se sont dit, tiens, les gens, il faudrait peut-être qu'on fasse une enquête pour savoir quand est-ce qu'il serait utile que la boulangerie soit ouverte. C'est quoi les produits que vous voudriez trouver dedans? Donc ils ont commencé à faire un petit peu d'épicerie, et puis ils font un peu de livraison, et puis ils font un peu. Donc du coup, ils montent, le chiffre d'affaires, ça monte. La rentabilité, elle monte. On est passé de, à un moment donné, 35 €, après à 3 ou 4 € de l'heure. Puis l'autre jour, ils sont venus nous voir en disant, même maintenant, on est capable de vous payer 5 € de l'heure. C'est même formidable, c'est les clients qui viennent me dire, tiens, je peux vous payer plus cher. Donc ça marche comme ça. Un jour, je serai peut-être en capacité de sélectionner mes bons clients et mes mauvais, ça genre, ou les bons payeurs des mauvais. Et très très souvent, la relation s'est construite comme ça. Avec la mairie, on a fonctionné pareil. La mairie a voté un budget de travaux, et puis voilà. Et moi, je fais les travaux. Mais à la limite, est-ce que j'ai dépassé le budget? C'est un peu secondaire, je m'en fous, quoi. Je veux dire, si j'arrive à mettre les gens en activité, c'est très bien, quoi. Et puis à la fin de l'année, autre expression de chez nous, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On regarde à la fin, et puis on se dit, voilà, vous m'avez donné 20 000 €, j'ai passé tant d'heures, qu'est-ce que vous en pensez? C'est équilibré, pas équilibré? L'année d'après, on se recale. Soit il me redonne un peu plus d'argent, soit je donne un peu plus d'heures, soit... Voilà, on fonctionne comme ça. Et même avec des clients Pardon. Pour donner un exemple précis, la ville de Mauléon, on avait mis une enveloppe de 25 000 €. Et on a vu que vous aviez travaillé 3 000 heures. Donc c'est la division pas difficile, ça fait autour de 8 € de l'heure. Voilà ce que ça nous a dit. Donc par contre, dans ce qui est prévu aussi, ça serait une solution de facilité, et ça c'est regardé par l'expérimentation. J'aurais pu dire, moi j'avais 2 jeunes qui arrivaient au bout de leur emploi d'avenir, dire je les laisse, je les prends plus, et puis je fais travailler ceux qui me coûteraient moins cher. Ça, il n'en est pas question. C'est-à-dire que mes 2 jeunes qui étaient en emploi d'avenir, ils ont été conservés, ils ont été stagiarisés, ils sont aujourd'hui titulaires. J'ai pas moins d'employés communaux, mais j'en ai pas plus non plus. Mais vous savez, comme moi, je sais pas, j'ai pas eu le temps de discuter avec ma collègue de Saint-Jean-d'Angély, mais il est évident qu'aujourd'hui, les finances des villes sont contraintes et que, par exemple, Thierry a mis des gars à faire des choses très simples, mais très importantes pour la ville, ne serait-ce que nettoyer la signalétique. C'est des choses qu'on n'avait pas le temps de faire parce que, il y a les espaces verts, voilà. Donc, ce n'était pas des priorités et c'est des choses qui se sont faites. Quand on est petite cité de caractère, c'est important d'avoir une ville qui soit propre et accueillante. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où l'intérêt pour des gens qui, pour certains, étaient quand même en marge de la société, de se retrouver dans la société, de dire, moi, dis donc, t'as vu, ça c'est beau, mais c'est nous qui l'avons fait. Là, et là, moi, je crois que ça, c'est aussi